Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle on va parler de, voilà, RuneQuest, le livre de base. Voilà, là peut-être vous voyez mieux sans contre-jour. Voilà, un beau bébé, hein, comme vous pouvez le voir. Alors ça fait suite à mes vidéos de présentation sur le starter set, ou le kit de découverte plus exactement. J'avais présenté l'ensemble, puis après j'avais commencé à parler du premier livret. Le second livret, c'est une aventure, les deux premiers livrets, le second livret c'est sur le monde, le premier livret c'est les règles, les essentiels. Le troisième livret, je ne vais pas vous en parler parce que je ne l'ai pas joué encore, c'est une aventure solo. Façon livre dont vous êtes le héros, mais avec des jets de dés à tirer, etc. pour commencer à bien se mettre en situation afin de maîtriser les règles. Et le quatrième livret, le livret d'aventure le plus épais qui fait environ 80 pages, je l'ai lu. Je ne peux pas vous en parler parce que ce sera un petit peu défloré, j'ai pas envie de déflorer. Sachez simplement que c'est très bien fait, c'est très bien écrit, et il y a quelque chose qui moi m'a beaucoup plu, c'est que en réalité vous pouvez vous en servir comme un setting en fait. C'est presque plus un setting que des aventures. Au final, il y a 3 aventures, alors qui sont intéressantes hein, et qu'on peut aisément relier entre elles puisqu'elles se passent dans sur le même site géographique avec même des PNJ qui peuvent être communs pour certaines. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous avez des joueurs un petit peu proactifs qui se prennent au jeu, hein, et je rappelle que dans les règles, tout est fait pour qu'on fasse vraiment qu'on rentre dans la simulation. Vous pouvez vraiment, voilà, ça peut être la base pour que ça se développe sur une campagne. Donc ça, encore une fois, un très bon point. J'ai l'impression que c'est pas du scénario, vous faites jouer juste comme ça et puis allez, on passe au suivant à l'américaine, hein, dans la façon de chasser, plus la façon de jouer américaine qui nous a valu au début du hobby tous ces modules où en fait le truc fallait faire le B1, le B2, tu cochais, après allez on va faire le C1, C2, C2, voilà, ça c'était vraiment une façon d'envisager les choses. En Europe on n'est pas comme ça, en France encore moins peut-être. Alors le livre, eh ben bon, c'est toujours aussi magnifique, hein. Vous ouvrez, vous avez une carte, toujours ces magnifiques cartes en espèce de 3D figurative. Je crois que je ne l'ai pas assez dit, mais c'est vraiment, enfin moi ce qui m'apparaît comme un point fort du jeu, c'est vraiment pour l'instant la qualité des ouvrages, hein. Déjà rien que ça. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, on va regarder un petit peu le sommaire général pour comprendre un peu comment c'est fait. Alors on a une introduction, oui alors ça, je l'ai lu, bon ça, moi ça me fatigue un peu. Je ne suis pas sûr que le garçon ou la fille qui va acheter un jeu de rôle comme ça, un livre de base d'une gamme aussi complexe de 450 pages, c'est quelqu'un qui connaît rien au jeu de rôle et qui a besoin qu'on lui explique ce qu'est un jeu de rôle, pourquoi on joue avec des dés, le jeu, etc. Bon, là, la seule chose qui est un peu mieux faite, c'est quand même c'est que c'est centré sur le jeu que vous avez entre les mains. Donc effectivement, on vous dit qu'est-ce que RuneQuest, qu'est-ce que Gloranta, qu'est-ce que le but du jeu. Ouais, bon, alors là, vous voyez, ça, chaque joueur incarne son aventurier et il est décrit selon sa feuille de personnage. Bon, je pense que ces trucs-là, bah, je sais pas, en même temps, j'ai pas de solution. Peut-être qu'il faudrait que les éditeurs fassent un site. Si ça nous faisait gagner des pages en moins qu'on remplaçait par, voilà, là, dans cet ouvrage-là, typiquement, ces pages de présentation, là, ça aurait été mieux un mini bestiaire. Aurait été beaucoup plus utile que ces pages de présentation, donc qu'on passe tous très rapidement en disant ah la maquette est jolie, le matériel requis, vous voyez les trucs où il y a même des dessins des dessins de polyèdres. Bon, alors, allez après ils insistent un peu sur le fait que ce soit de l'âge de bronze et pas du médiéval fantastique. Bon c'est pas mal. Ensuite on passe directement à Gloranta. Alors voilà et là on revoit, enfin ça permet encore de toucher du doigt en réalité comment le jeu est vraiment axé sur l'univers. Et c'est plutôt l'univers d'ailleurs qui détermine le jeu plutôt que l'inverse. Donc en quelques mots, hein, donc ça fait suite au petit livret, on retrouve des éléments sur les runes, etc. On commence à vous expliquer un petit peu ce que sont les runes, comment est construit le monde.
Et puis on commence à vous présenter la saga. Moi j'étais resté donc édition Oriflamme sur la saga de Cormac, qui était bon an mal an une espèce de Conan avec une coupe Mireille Mathieu. Là on est sur quelque chose d'un peu plus sérieux entre guillemets, Vasana. Donc c'est elle qui va servir d'exemple. On vous explique qu'elle va intervenir dans des petits encarts dans les différentes parties de règles, et ça va permettre d'expliquer un petit peu, d'imager les explications de règles sur un exemple précis. Ensuite, on arrive dans le cœur du sujet, les aventuriers. Voilà un petit peu qu'est-ce que ça va être. Donc c'est là qu'elle commence à intervenir, Vasana. Puis après, vous avez un mot sur les pré-tirés. Et puis après, on attaque direct, hein, parce que ce jeu, jusqu'à la page 137, c'est de la création. Il y a un processus, alors je ne vais pas tout vous le faire, hein. On commence par choisir sa région d'origine. Vous avez différentes étapes en fait, alors ça je peux peut-être vous les nommer, c'est intéressant. Alors voilà, il y a 8 étapes pour la création d'un aventurier. Je ferai peut-être, si j'ai le temps, une vidéo pour en créer un. Alors l'étape 1, vous choisissez la région d'origine. L'étape 2, vous établissez le passé familial de votre aventurier et sa propre histoire avant sa vie aventureuse. Étape 3, vous choisissez ses affinités runiques. Étape 4, les caractéristiques. Étape 5, son occupation. Étape 6, le culte. Étape 7, les bonus personnels aux compétences. Étape 8, les autres informations, la finalisation, les petits détails, etc. Alors oui, c'est une création longue, mais c'est une création immersive et une création qui va favoriser le fertile. Voilà, en fait, c'est une création fertile. C'est-à-dire que à l'issue de la création, vous n'avez pas, comme dans beaucoup trop de jeux de rôle, des compétences sur pattes et puis hop, débrouillez-vous. Ce sera à vous d'avoir tout le temps en tant que joueur la responsabilité d'animer la chose. Là, c'est tout bête, hein, mais le passé familial, les relations avec la tribu, les relations avec le culte, le système aussi des passions et des haines, bah, vous avez déjà en gros toute une, euh, toute une fiche de typologie de caractère en fait qui se dessine, et ça me semble beaucoup plus fertile et beaucoup plus facile pour les joueurs pour s'en emparer. Puis après, on va vous parler du système de jeu, les compétences, le combat. Alors le combat, je vous ai dit, hein, je ferai une vidéo comme c'est un peu crunchy. Voilà, ça vaudra le coup, je pense, d'expliquer un peu, de tenter d'expliquer plus facilement comment se déroule le combat. Les runes, les passions et la réputation. Donc encore une fois, les jeux à réputation. Moi j'avais découvert cette idée de réputation quand je faisais jouer à l'époque une campagne dans Pathfinder, et j'avais trouvé que c'était une bonne jauge, une jauge qui est intéressante, parce que le problème des campagnes, vous démarrez une campagne, votre aventurier, il met 7-8 séances pour commencer à se faire un tissu de relations dans la ville, et puis la campagne l'amène à faire 100 km à cheval pour aller rejoindre une autre ville, et il repart à zéro. C'est un peu le mythe de Sisyphe à chaque fois. Alors en tant que maître de jeu, on peut y contrevenir, c'est-à-dire qu'on peut faire qu'il y a des PNJ qui se déplacent aussi pour aller prévenir des alliés ou combattre des ennemis, et qu'on retrouve certains PNJ ou des PNJ très importants qui ont un agenda particulier. Mais le système de réputation, bon, il permet jouer intelligemment. Ça, j'ai pas lu là encore dans ce chapitre-là. Jouer intelligemment, il pourrait permettre au maître de jeu, en gros, de présupposer de comment est perçu le personnage dans telle ou telle région, selon une zone géographique autour de là où il est parti. Et puis, il pourrait permettre aussi au MJ de savoir combien le personnage connaît cette région. On peut s'en servir un petit peu pour les deux. C'est souvent des questions qu'on se pose en termes de jeu, et ça permet un petit peu d'éviter de donner des bâtons rouges, des perches rouges trop voyantes, hein. Sachant que on est tous d'accord, le maître de jeu il est un peu obligé de le faire par moment, mais si on veut tenter de simuler
des belles histoires, des trucs qui tiennent la route, qui ont vraiment, voilà, qui ont de la gueule, hein, comme on dirait vulgairement. Euh, Bah, moins vous mettez de gros bâtons rouges, mieux c'est quand même, plus c'est crédible. Ensuite, la magie spirituelle, les cultes runiques, la magie runique, les chamans. D'ailleurs, vous savez que l'auteur du livre a fini, Greg Stafford, l'auteur de l'univers et du livre, a fini lui-même chaman, hein. C'était quelqu'un de très intéressé par les spiritualités et je pense que tout le temps qu'il a passé sur son œuvre, ça a été pour lui aussi en même temps lié à son parcours initiatique de sa vie d'homme. Voilà, c'est ce qui l'a conduit, ça l'a conduit vers l'esprit chamanique. Les esprits, le monde des esprits. Hein, vous savez que dans RuneQuest, il y a le monde des esprits. Alors là encore, c'est marrant parce que j'avais pas fait à l'époque la relation, si ce n'est la ressemblance de ce fameux Cormac, entre en fait le monde de Conan et RuneQuest. Et en fait, voilà, finalement, c'est beaucoup plus proche que le Medfan. Vraiment beaucoup plus. Vous voyez, je pense par exemple, cette histoire de monde des esprits, la scène dans Conan le barbare, où il est recueilli pour la nuit par l'espèce de sorcière qui lui dit qu'il pourra trouver à Zamora ce qu'il cherche et qui se transforme là au coin du feu dans la scène où elle le séduit, elle lui dit qu'il a un prêt à payer et pendant qu'ils sont en train de faire l'amour, elle est plus ou moins en train de se transformer en créature, en vampire ou en loup, on ne sait pas trop, c'est assez bien fait d'ailleurs parce qu'on n'a pas la transformation complète, je pense essentiellement pour des raisons d'effets spéciaux et des budgets, mais du coup ça rajoute du mystère. Je trouve que là encore, l'esprit Lovecraftien de moins on en montre, plus ça fait peur et se vérifie une nouvelle fois. Alors je continue. Les esprits, le monde des esprits, la sorcellerie, l'équipement, la richesse, puis un petit laïus sur ce qui se passe entre les aventures, puis un guide de conversion. Ça, j'imagine que c'est pour convertir des RuneQuest de la version d'avant. Et enfin, un scénario quand l'esprit faillit et un index. Alors oui, je dis les RuneQuest d'avant, hein, vous savez, je vous l'avais dit, il y a moult versions de RuneQuest. Nous en France, on connaît surtout alors pour les plus acharnés, peut-être la 2, celle de Games Workshop, qui a donné après la 3, celle d'Oriflamme, qui elle était en français. Parce que je crois que la Games Workshop, elle n'était que en anglais. Puis après, il y a eu des tentatives par The Design Mechanism. Il y a eu RuneQuest 6, puis une évolution de RuneQuest 6, et après, ils n'ont plus le droit d'appeler ça RuneQuest, ça s'appelait Mithras, qui était vraiment très bien. Je vous renvoie, j'avais fait des vidéos sur Mithras. C'est un système, le BRP, moi, plus j'y pense, plus je trouve, enfin, plus c'est le système qui me plaît le plus pour simuler du Medfan et rester finalement assez facilement dans de la vraisemblance, à savoir, vous tirez l'épée, ça peut mal se finir. Hein. C'est ce qui manque, c'est ce qui fait que dans d'autres jeux, on change de trope, on bascule tout de suite sur du quelque chose d'un peu. Alors que moi je vais qualifier d'enfantin, même si vous mettez des grosses bestioles avec 3 yeux et 15 tentacules, ça reste enfantin parce qu'en fait, l'idée de la mort, de la dangerosité, en fait recule. Et vous voyez, quand il n'y a plus cette peur de la disparition du personnage plausible, bah oui, vous pouvez mettre un monstre avec des grands bras et des longues griffes, même pas mal. Hein. Donc pour moi, ça ne fonctionne plus. Alors ça fonctionne sur d'autres trucs, il y a d'autres intérêts, je comprends, il y a du tactique généralement. Dans Pathfinder, il y a plus de tactique, etc. Mais finalement, là j'y reviens dans cette mouture de RuneQuest, avec du bon vieux BRP où vous tirez l'épée, vous savez que ça peut mal se finir, bah, malgré tout, il y a une ambiance qui est posée dès le départ, qui est plus fidèle même au tout premier old school, à savoir même les portes Monstre Trésor old school. Vous saviez qu'à un moment il y avait des portes, il ne fallait pas les pousser parce que ça pouvait signifier vraiment une mort certaine. Là, avec votre petit nombre de points de vie et le fait qu'une grosse épée ou une grande hache ça peut faire très mal, voire couper des membres, les PJ font moins les malins. Du coup, les combats, bah, ils sont rehaussés d'un cran. Voilà. Il y en a moins. Ils sont rehaussés d'un cran. Donc pour moi,
c'est ce côté-là qui est aussi très magique, parce que quand on fait jouer une campagne de Medfan, on part au début avec une bonne idée, les joueurs sont dedans, l'univers, tout va bien. Et puis généralement, au bout de 3 4 mois de jeu, à raison d'une partie par semaine, il y a une espèce de phénomène de lassitude, parce que on fait grimper les enjeux, et dans beaucoup de jeux Medfan, ça sous-entend augmenter le nombre de combats. Et on arrive assez vite avec des joueurs un peu plus balèzes et donc des adversités un peu plus balèzes à des combats qui sont un peu interminables et finalement qui gavent un peu tout le monde dans les séances de jeu où on finit par jeter du dé en discutant de nos vacances. Donc pour moi on perd le fil complètement de la narration. Voilà, c'est d'ailleurs un problème qu'on n'a pas à Cthulhu. Là, voilà, dans la campagne des masques, là, il y a des scènes d'action. Quand on est au chapitre anglais, on commence à avoir un peu plus de scènes d'action, et c'est que le début, pour ceux qui connaissent la suite. Malgré tout, on reste dans l'ambiance. Hein. Voilà, en vieillissant, moi, je suis devenu de plus en plus sensible à l'ambiance dans laquelle la partie me plonge. Et dans cette ambiance, il y a plein de choses qui rentrent en compte, ce qu'on va croiser, l'univers dans lequel on est, l'implication des joueurs, le roleplay des joueurs, la prise de caméra où ils décrivent leurs actions, ça me fait comme, en tant que spectateur, je suis un peu comme devant un film, moi-même je fais la même chose pour eux. Donc ce qui se dit dans la conversation, les enjeux qui deviennent de plus en plus intéressants, les déductions, les élaborations des personnages, tout ça, pour moi, c'est une ambiance, c'est ça le jeu de rôle. Plus que monter un personnage ou parvenir à même contrer un méchant. Je veux dire, l'issue favorable ou défavorable des actions des joueurs, pour moi, est secondaire, voire tertiaire. Comme disait le vieux sage, qu'importe la destination, c'est le chemin qui est important. Ben, moi, je trouve que le jeu de rôle illustre parfaitement ce principe. Et si je dois chercher dans ma mémoire les parties de jeu de rôle qui m'ont le plus marqué, ou les campagnes qui m'ont le plus marqué, ça va plus se jouer là-dessus. Alors bien sûr, il reste quelques souvenirs de, de passages, de franchissement, par exemple, particulièrement prenant, parce qu'il y avait des enjeux, des jets de dés importants, le côté ludique est quand même présent, hein. Des combats vraiment mémorables, etc. Mais l'ambiance générale que va me laisser, le souvenir que va me laisser la campagne, ça va être sur l'ambiance. Il n'y a, pas, il y a pas du tout, il y a pas du tout photo. Et d'ailleurs, j'ai hâte de recevoir au moins les PDF. Enfin, je les ai, mais le jeu, pour lancer quelque chose sur du Delta Green, pour encore une fois être dans une autre ambiance et voir un peu ce que ça peut donner. Donc voilà, donc là je vous ai fait un tour, sachant que ce défaut de ses qualités, c'est précis, euh, mais du coup c'est un peu exigeant, hein. C'est pas quelque chose qu'on parcourt. Alors oui, la création de personnages, j'ai un peu lu dans le détail. Euh, c'est euh, c'est pas que c'est complexe, mais c'est un peu long. Il y a pas mal de tables où il faut tirer, il faut comprendre ce qui se dit, voilà. Et ce que ça m'a évoqué, c'est que quand même, euh, quand vous avez une création de personnage comme ça, un peu plus longue et un peu plus exigeante, ça, voilà, ça vous oblige, et surtout par rapport aux jeux qu'on avait dans les années 80, qui avaient des créations de personnages parfois moins longues, comme les jeux étaient beaucoup moins bien rédigés, c'était plus complexe. Là, on a quelque chose, il y a du biscuit, il y a de quoi se mettre sous la dent, et encore, je vous dis, c'est des éléments vraiment fertiles qui serviront les joueurs dans l'optique de jouer une campagne, même s'ils partent avec des prêts tirés d'ailleurs. Ça aussi, c'est très bien vu, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Et bah, c'est quand même vachement plus. Ça se fait beaucoup plus facilement que la création de personnages à Rollmaster, par exemple. Où en fait, bah, c'était plus compliqué. Des fois, on relisait le truc 2 fois, 3 fois, pour être sûr. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que. Voilà. Donc voilà pour cet ouvrage. Je finis par la cosmétique, parce que bon, moi je suis pas un grand collectionneur, hein. Vous le savez, même les jeux de rôle, je les achète, j'aime bien en lire. Et puis après, il y a les jeux que je ne fais pas jouer, je les revends d'occasion. J'essaie de pas trop traîner pour pas perdre trop d'argent et quand même les proposer à un prix intéressant pour ceux qui les rachètent. Et ils achètent souvent
des livres. Souvent, les gens, quand ils reçoivent le colis, ils me recontactent et ils me mettent un mot de remerciement parce qu'ils ont des livres quasiment neufs, voilà, à des prix défiant toute concurrence. Cet ouvrage, il est très très beau par les illustrations. Il y a un vernis sélectif. Enfin, on est sur une gamme qui là propose pour moi le top de ce qui peut se faire de nos jours dans un ouvrage. C'est du tout couleur. Il y a de la carte, il y a du dessin. Les dessins, même s'ils ne me plaisent pas tous, on n'a pas le problème de coffre là. Regardez, vous avez un dessin parce qu'ils ont des montures dans certaines régions de Gloranta. Ils ont des montures autres que les chevaux. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Les couleurs, tout est bien. Il n'y a pas trop de problèmes de proportion, etc., etc. Les costumes, voilà. Et c'est pas enfantin comme dans Coff, où voilà, moi le dernier Coff j'ai lu, il y a un problème sur le. Enfin, j'en avais parlé dans ma vidéo. Enfin, il n'y a pas un problème, mais ils ont voulu faire un jeu voilà, entre un public enfant, un public adulte. Et voilà, ils ont choisi des illus pas belles. Pour faire un jeu, ils se sont dit on va faire des illus pas belles, mal faites. En plus, avec des problèmes de proportion, etc. Et c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage parce qu'ils ont un joli format, un petit format, etc. Et pour moi, l'aspect cosmétique du jeu, même si la maquette est très bien, bah, du coup, avec des illus pas belles, là, c'est raté. C'est raté. Alors que là, avec RuneQuest, on a quelque chose, voilà, vernis sélectif, les illus, dans chaque image, vous avez une ambiance. Le nouveau logo aussi, hein, c'est du détail, mais je trouve pas mal. Ils ont su le. Il garde son côté mythique et mystérieux tout en étant modernisé en termes de de la typo. C'est assez fort. C'est assez fort. Moi, je suis assez sensible à ce genre de truc. Sur les pochettes de disques aussi, tout ça. Et là, je trouve qu'ils ont fait très fort. Bref, vous l'aurez compris, une gamme qui continue de me séduire. Alors oui, j'ai pas dit le prix. Je crois qu'il est autour de 55 euros. Alors, il faut mieux prendre un petit truc en plus, comme ça vous dépassez les 60, et souvent au-dessus de 60, vous n'avez pas de frais de port. Voilà. Si vous tapez dans des compagnies qui vous font pas les frais pour préparer le carton, plus les frais d'envoi, machin, vous pouvez vous en sortir pour pas trop cher. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.